Des championnats du monde de Formule 1 qui se décident à la dernière course, ça n'arrive malheureusement pas tous les ans, mais on en a eu quelques-uns et souvent alors que le titre tendait les bras à un pilote, une circonstance extérieure venait tout chambouler. Nicolas Latifi, en 2021, placardant sa Williams dans le rail alors qu'il était à la lutte avec Mick Schumacher, a renversé la situation en tête de la course malgré lui, et on connaît tous l'issue aujourd'hui. Ou alors on a Timo Glock qui, par son pari de rester en slick sous la pluie à un tour de la fin, se fait dépasser notamment par Lewis Hamilton dans le dernier virage, inversant une nouvelle fois l'issue du championnat 2008. Ce sont deux scénarios fous que l'on connaît plutôt bien car plutôt récents, mais il y en a un autre tout aussi hollywoodien et il date de 1976, année de la grande rivalité entre James Hunt et Niki Lauda, retracée dans le film Rush sorti il y a maintenant presque 10 ans, voire même plus de 10 ans, c'était 2013. Dans le film ou même la réalité, James Hunt doit dépasser une voiture pour prendre la 3e place de la course et marquer le point pour prendre la première place au classement général et le titre de champion du monde. Mais si on voit James Hunt dépasser la Ferrari de Clay Regazzoni, le coéquipier de Lauda dans le film, et prendre le drapeau à damier juste après, ce n'est pas tout à fait la réalité. Bien que pour appuyer la narration du film, c'est plus stylé de voir James Hunt battre une Ferrari sur la ligne. Car non, dans la réalité, il fallait que James Hunt passe aussi à quelques tours de la fin une autre Formule 1, celle d'un futur champion du monde, Alan Jones, au volant d'une modeste Surtees TS19 à l'époque. Et oui, on parle bien de John Surtees, le seul pilote à ce jour à avoir remporté un titre de champion du monde à la fois en catégorie reine sur 2 roues et sur 4 roues, la moto et la Formule 1, bref, il avait aussi des F1 à son nom. Pas mal quand même. Et donc on a retrouvé cette voiture en compagnie de Fred Lajoux qui a eu la chance de la piloter pendant le Grand Prix historique de Monaco, l'occasion non seulement d'approcher de très près cette voiture, de comprendre un peu comment elle fonctionne et comment on la pilote. Et s'il passe 3e, c'est là où il prend 4 points et il gagne, il devient champion du monde pour 1 point face à Niki Lauda. Et pour passer 3e, c'est cette voiture-là qui double. Cette voiture, ce numéro de châssis. Ah ouais? Celle-là. Donc là, on a le châssis de la voiture que James Hunt a doublé pour devenir champion du monde. Absolument. Waouh. Au volant, Incroyable. d'Alan Jones. Ah oui, donc pas, si je puis me permettre, c'était pas un peintre. On peut dire ça. On peut dire ça. Ok. Donc là, on est sur une voiture. Contrairement au mec qui lui a succédé. Fred et les pilotes qui roulent justement dans ces voitures qui sont historiques roulent avec des voitures qui sont relativement fragiles, qui demandent un doigté, une finesse de pilotage que les gens modernes comme moi, on n'a pas appris en tout cas à l'auto-école. Fragiles, dès lors qu'elles sont bien entretenues, Ça marche. elles sont fragiles à partir du moment où tu dépasses les track limites ici parce qu'elles sont métalliques. Mais sinon, elles ne sont pas plus fragiles que ça à partir du moment où elles sont bien entretenues. Mais effectivement, à conduire, il faut s'occuper du machin, quoi, comme on dit. Ok. Un Cosworth. Un Cosworth. Voilà. Donc ça, c'était ce qui se faisait mieux à l'époque parce que tout le monde roulait avec ce genre de moteur. Presque tout le monde, sauf Ferrari, bien évidemment. Faut pas vexer Ferrari, qui est resté sur un V12 si je dis pas de bêtises. Ouais. À cette époque-là, oui. V8 Cosworth, ça fait combien de chevaux à peu près Alors, à la louche, 500 chevaux, on va dire. 500 chevaux, ok. Après, il y en a 480, il y en a qui sont voilà, un c'est peu, ça. Ok. Et pour un poids de Pour un poids qui avoisine les 600 kg. Celles-là sont peut-être à 550. Je veux pas être trop affirmatif, mais on est quand même sur pas loin d'un point rapport puissance 1-1. Ouais, pas loin. Est-ce qu'il y a beaucoup d'aéro sur cette voiture par rapport à... Non. Alors, déjà, par rapport... Il y a des ailes, c'est déjà pas mal. Déjà, par rapport aux voitures de la catégorie au-dessus, qui ont de l'effet de sol, ici, c'est sans effet de sol. Sans effet de sol. Là, t'as même pas un fond plat en fait en dessous. Non. Le seul aéro, si tu veux, c'est l'aileron arrière et puis le capot avant. Le splitter avant. Quoi. Ouais. Donc effectivement, il n'y en a pas énormément d'aéro, ne serait-ce que par rapport à une voiture de la génération qui suit. On ne parle même pas des voitures d'aujourd'hui. Il n'y a que de l'aéro. Ça a besoin de beaucoup respirer ce genre de voiture parce que là, on ne voit pas de radiateur en fait comme on a. En fait, alors si. Les radiateurs ne sont pas sur le côté comme aujourd'hui. Devant. Ils sont devant. Ils sont là. Les 2 radiateurs d'eau. Ouais. D'accord. Derrière, tu as les 2 radiateurs d'huile. Okay. Et le petit, c'est l'huile de boîte. Ok. Voilà. Donc 2 radiateurs d'eau pour refroidir toute la boucle, etc. Ouais. L'huile pour refroidir l'huile parce que si ça chauffe trop, c'est la merde. Et puis le radiateur. Elle devient trop fluide, trop liquide. Ouais. Et le dernier, tu m'as dit, c'est le radiateur d'huile de boîte de vitesse. Là, c'est pour que la voiture soit en conformité technique par rapport à ce qu'elle l'était à l'époque. Parce que sur des courses comme ça, les organisateurs le disent souvent, et j'aime bien ce concept, les vedettes, ce ne sont pas les pilotes, ce sont les voitures. Et à Monaco, principalement, les voitures
pour être acceptés à Monaco, doivent être dans une configuration technique qui soit identique à ce qu'elles étaient à l'origine. Mais intrinsèquement, sur des temps de roulage comme on a ici, on pourrait largement se passer du radiateur de boîte de vitesse. C'est sûr, quand ils font 100 tours et le nombre de passages de boîte de vitesse, là c'est utile, mais sur une course qui va faire 18 tours, je crois, dimanche, c'est... Mais effectivement, oui, tu arrives à avoir ce feeling hyper fin au final. Alors, autant que faire se peut. Après, il y en a qui sont plus fins que moi, hein, et pas que dans la voiture. Alors, je vais avoir une idée à peu près globale de la direction dans laquelle on va devoir aller, mais je vais le dire surtout à mon ingé, qui lui va traduire ce que je lui dis pour vraiment faire le truc. J'ai une question sur les pneus, parce que ça a toujours été une question en sport auto, les pneus c'est super important. Est-ce qu'il y a une manière particulière de faire monter en température le pneu? Est-ce qu'il faut en prendre soin comme on voit aujourd'hui sur les Formule 1 modernes ou le sport auto moderne, qu'il y a une mise en route, il faut y aller progressivement, pas violenter la surface du pneu parce que sinon tu ne fais pas chauffer la carcasse à l'intérieur et donc du coup tu peux créer soit du graining, du blistering, etc. Est-ce que vous avez le même problème sur les voitures anciennes? Pas du tout. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, ce ne sont pas les pneus qui étaient utilisés à l'époque. Parce que même si Goodyear est le propriétaire de la marque et qu'il est Goodyear parce que c'est des vieilles F1, si tu regardes de manière un petit peu truc, c'est des Avon. Ah oui, exact. Et ce sont des pneus qui sont assez endurants. Donc ces pneus-là sont des pneus assez résistants. Pour te donner un exemple, il arrive assez fréquemment qu'on arrive à faire des meilleurs temps en course plutôt qu'en qualif, alors qu'on utilise les mêmes pneus. C'est-à-dire que là j'ai utilisé des pneus en slip, demain je vais mettre des pneus neufs en qualif, mais pour la course je vais peut-être reprendre ces pneus-là. Pourquoi ceux-là? Parce que si on fait la qualif entière, ils auront roulé un petit peu plus que ceux-là où il y a eu un drapeau rouge. Donc ils ont été un peu... Mais je vais partir à des pneus usés en course. Et peut-être que je vais faire des meilleurs temps. Alors certes, il y a aussi l'habitude, il y a plein de... Bien sûr. Mais ce sont des pneus qui sont vraiment endurants. Et pour revenir au début de ta question, parce que j'ai quand même retenu, la manière de les chauffer, il y a beaucoup de gars qui te diront il faut zigzaguer, donner des coups de volant, etc. Pour moi, c'est pas la méthode appropriée. La méthode appropriée, c'est plutôt d'accélérer et de donner des grands coups de frein. Parce que tu vas chauffer en même temps tes freins, tu vas chauffer tes disques, tu vas chauffer la jante et tu vas chauffer ton pneu. Et le zigzag, il a du sens à ce moment-là de faire des très grands zigzags avec des forts appuis pour que le pneu soit vraiment en contrainte. Et là, tu vas le faire chauffer d'une manière qui est plus cohérente que si tu fais des petits zigzags. C'est mon avis, là aussi, et je ne prétends pas détenir la vérité. Mais ça fait quand même 37 ans que je fais de la course. Donc, normalement, tu sais de quoi tu parles. Ou alors, tu as loupé un truc. J'ai un tout petit peu d'expérience. Entre le clan des vieux cons dont je fais partie et le clan des jeunes pilotes d'aujourd'hui, enfin en tout cas le clan des pilotes de l'époque 70-80 et des pilotes d'aujourd'hui, c'est que les pilotes à l'époque étaient c'était physique, c'était vraiment des lutteurs, c'était des chevaliers, c'était des trucs. Aujourd'hui, les gamins, c'est des ordinateurs. C'est-à-dire que si moi, tu me demandes de faire ce qu'ils sont capables de faire en un tour avec les 200 millions de boutons qu'ils ont sur le truc, de me parler à la radio, d'être à 300 à l'heure, de ne pas rater la trajectoire, de tourner tel bouton, de tourner tel truc, tu me fais faire 10% de ça, mon cerveau il prend feu. Là-dessus, tu dois passer les vitesses, tu as ta répartition de freinage. Quand même, tu as tes températures à regarder. Et puis, tu as surtout ton cul. Pourquoi ton cul? Parce que c'est avec ton cul que tu ressens tout ce qui se passe dans la voiture et que tu vas dire ensuite à ton ingé, l'auto, dans les virages lents, elle fait ça à l'entrée, elle fait ça au milieu, elle fait ça en sortie. Dans les virages moyens, dans les virages rapides, et selon à quel moment survient le problème et dans quel type de virage, on va opérer sur divers paramètres qui peuvent être les ressorts, les extensions ou les compressions d'amortisseurs, les barres anti-roulis, les hauteurs de quête, le pitch aussi. Après, des fois on se loupe, des fois on n'est pas, mais on essaye de... Tu vois, par exemple, dans la séance qui précédait, alors c'est une voiture, j'ai fait 25 tours avec. Parce que mon ancienne a été vendue et on m'a proposé de faire Monaco dans cette voiture-là. Nouvelle voiture. J'ai fait 25 tours en tout et pour tout dedans, je ne la connaissais pas. Et j'étais un peu perdu quand je suis parti en piste.
enfin, quand j'ai pris la piste le jour où on a fait des essais, la seule séance d'essais qu'on a fait avant Monaco, et là quand je suis rentré en piste, sur le truc, la voiture était inconduisible. À Monaco, la règle, en tout cas ce que tout le monde fait, c'est que c'est tellement important de rouler et de prendre du rythme qu'on se dit, écoute, on ne s'arrête pas au milieu de la séance parce que c'est trop court, on va au bout et après on discute. C'est ça. Okay. Et là, il se trouve qu'il y a eu un drapeau rouge, donc j'étais obligé de m'arrêter au stand et je leur ai expliqué ce qui se passait sur la voiture. On a tenté un réglage, un peu de fortune, parce que dans le laps de temps qu'on avait, on ne pouvait pas révolutionner la voiture. Et du coup, on a fait un truc qui a plutôt marché et qui a plutôt bien amélioré la voiture. Donc, ce qui nous donne maintenant une idée sur quoi faire pour la qualif. Pour la suite. Okay. J'avais un problème d'assez gros survirage et à l'accélération en sortie de virage lent. Quand je mettais le pied en seconde, la voiture m'échappait. Okay. Mais en rapide aussi, parce que dans le tunnel, il n'y a pas une trace là, non, voilà. Une deuxième combi si vous voulez mon Fred là, parce que dans le tunnel il se fait une frayeur visiblement. Et une voiture qui à l'inscription s'inscrivait pas bien tout de suite dans le virage, et elle prenait du grip qu'après. On avait 3 problèmes. Je pense un problème d'aéro, il faut braquer plus. Un problème de barre anti-rollis avant, où il faut qu'on la rebranche parce qu'on était parti débrancher. Pour avoir vraiment, tu vois, pour avoir un peu plus de réactivité dans le volant. Voilà. Et puis ensuite un problème de motricité. Et on a déjà bien réglé une grosse partie du problème en abaissant la voiture de derrière. Donc parce que garde au sol un peu plus basse. Parce que si tu veux, en l'abaissant, forcément tu changes le pitch et donc tu supprimes un petit peu d'adhérence lorsque tu accélères, c'est ça, à l'avant, et tu rééquilibres la voiture. Si on regarde un petit peu ton poste de pilotage rapidement là, c'est sommaire. On peut dire ça. Est-ce que j'ai une vraie question moi qui me hérisse les poils à chaque fois quand je vois ce genre de voiture, surtout des années 70-80 où normalement tu as les pieds qui est devant le train avant. Est-ce que c'est le cas sur celle-là? Alors sur cette génération-là, pas encore. Pas encore. On a encore les pieds à ce niveau-là. En revanche, si tu vas un petit peu plus loin, tu as des voitures, quand tu les vois démonter, il y a ça devant les pieds, quoi. Et là, effectivement, mais si quand même tu regardes l'espace que j'ai pour passer mes jambes là, ouh la vache, faut pas taper de côté non plus, tu vois. Tu mets des genouillères ou quelque chose Non, à l'ancienne. Ça va, à l'ancienne. T'as quand même un siège qu'on a moulé. Qu'on a moulé. C'est deux produits chimiques qui font une réaction et qui gonflent. Il faut être quand même super bien calé là. Bien sûr. Et il faut quand même faire du gainage, malgré tout. Et puis après, c'est les mains qui morcent pas mal sur les parce qu'en fait, t'as pas suffisamment de place. Non, tu vois, regarde. Ah oui, regarde. Ça, c'est le gant quand il passe les rapports parce qu'en fait, c'est trop proche de la carrosserie. Un peu de graisse, un peu de sang. Oh là là, tout se mélange. On est dans l'humain là. Oh la vache. Boîte 5. Boîte 5 avec la première en bas. La première 2, en bas. 3, 4, 2, 3, 4, 5. Ok. Et donc, du coup, t'as pas beaucoup de place parce que le levier, il est juste là. C'est ça. Putain, la vache. Compteur de vitesse, on s'en fout. L'important, c'est le régime moteur. Ouais. T'as quand même quelque part où t'as le rupteur ou j'ai le gros truc rouge qui s'allume là. Ah oui, pour te dire là c'est la merde. Et les températures qui sont évidemment hyper importantes. Importantes à surveiller, tout à fait. Bon, petite dernière question, le talon pointe. Oui. Parce que ça, les jeunes, on sait pas le faire. Tu vois, j'ai même un renfort sur ma chaussure. Il a un renfort sur la chaussure pour faire le talon pointe, sinon c'est comme les gants, ça se finit ensemble. Ça se trouve. Ça se trouve. Talon pointe, est-ce que tu as appris ça à l'auto-école? Est-ce que tu l'as appris en course? Comment tu l'as appris? Parce que c'est une vraie technique, c'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti plus que de regarder une aiguille se balader sur le contour au final. Encore une fois, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est une habitude, c'est comme jouer de la guitare. Au début, tu fais des nœuds avec les cordes, c'est pas trop, et puis après, ça devient un automatisme. Il faut vraiment être parfaitement synchro entre le moment où ton levier de vitesse est face au point mort, et ta vitesse est sortie et pas encore rentrée. Il faut donner le coup de gaz au bon moment. Il faut nous donner avec la bonne impulsion pour que parce que c'est quoi l'intérêt et la raison du coup de gaz? C'est pour que lorsque tu rentres le rapport inférieur, les tours moteurs soient déjà à la bonne vitesse par rapport au rapport qui va rentrer. Si tu ne faisais pas ce talon pointe et que tu rentres à 2 comme ça, tu aurais un à-coup sur le moteur.
Si tu la rentres, si tu arrives à la rentrer, Après, tu aurais un gros à-coup qui peut te faire un blocage de boîte et te faire glisser de l'arrière. Comme Donc, le frein maintenant. voilà, ça te ferait un frein moteur énorme. Et ce talon pointe permet de supprimer ce frein moteur parce que tu vas mettre le régime moteur déjà à la bonne vitesse par rapport au rapport qui va rentrer. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien m'exprimer. C'est l'explication du talon pointe peut-être la plus propre que j'ai eue jusqu'à présent. Merci. Oui, j'ai appris ça à l'école de pilotage, Ok. puisque j'ai fait une école de pilotage qui s'appelait l'école Motul-Nogaro et je l'ai remportée. Super, bravo. J'étais lauréat de cette école-là, ce qui m'a permis de faire de la course et de courir très longtemps. Super. Et voilà, je ne suis pas allé très très haut dans ma carrière parce C'est ce que j'allais te poser comme question, t'as roulé sur quoi Je suis allé jusqu'à la F3 moderne. Ok. Et puis après, j'ai fait Quelle année à peu près 93. 93, ok. Et j'ai roulé à Monaco en 93. Wow. Et ensuite, je me suis dirigé vers des coupes de marque, l'Eurocup Renault, des coupes monomarques Peugeot, du prototype, du GT. Je fais pas mal de GT. Donc beaucoup de catégories. Je ne suis pas allé très très haut parce que je n'avais pas toutes les qualités qu'il fallait pour devenir un grand pilote. J'avais 2 qualités. Je pense que j'ai un pas trop mauvais coup de volant et que je suis capable de bien régler une auto et de bien la ressentir. Mais des mecs comme moi, tu mets un coup de pied dans un lampadaire, il y en a 10 qui tombent. Le type qui va devenir champion et champion du monde, c'est un mec qui a un QI supérieur et bien supérieur au mien. C'est pas de la fausse modestie à 2 balles. Il est capable de faire un truc en plus. Chaque être humain a un type d'intelligence différente. Le champion de Formule 1, le Prost, le Schumacher, sont des gens qui ont le QI d'un joueur d'échecs. Ouais. Les mecs, ils ont toujours 3 coups Ils arrivent d'avance. à réfléchir bien en avance. Ils sont totalement hermétiques à tout ce qui est affectif. Ils sont totalement hermétiques à tout ce qui est, comment je pourrais dire, dès qu'il y a une situation conflictuelle, moi, la situation conflictuelle, elle me mettait en panne de cerveau. Ok. Le champion, il ne la voit même pas. Il ne la voit même pas. Et ça doit être quoi, 81, 2 peut-être la première voiture en fibre de carbone, si je dis pas de bêtises. Ça me corrigera évidemment. Je mais... pense que ça doit être 84, 3, 4. Ah oui, ouais, avec la MP4. Notion de danger là-dedans. Toi, on a débranché un truc dans le cerveau et puis on y va et on se fait kiffer ou Ouais, la vie est dangereuse, on finit par mourir. Mais il n'y a pas de vérité. Non, j'y pense pas quand je roule. Le jour où j'y penserai quand je roule, ça sera peut-être le temps de faire quelque chose. Ça sera le temps de penser à arrêter. Ouais. On a malheureusement vécu un événement tragique dans notre famille et la coque était en carbone et il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Donc je suis devenu assez fataliste. Je pense que quand c'est honneur, c'est honneur, quoi. Donc, et comme je te disais tout à l'heure, c'est Philippe Noiret qui disait le voyage est court, autant le faire en première classe. Mais c'est parfait, c'est exactement ça. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Merci. Super. Merci. Et puis amuse-toi bien demain et puis dimanche. Et ça marche. Puis franchis la ligne d'arrivée. En premier, je sais pas si tu auras l'occasion d'être premier, mais. Ça. Allez, si je gagne, je prends le pari. Ouais. Je t'invite à manger au Louis XV à Monaco. Mais sûr, promis, je le fais. Je prends pas beaucoup de risques.